Le corps de Joanne devra venir à leur rescousse. Joanne est sur le point d'ovuler. Ce processus entraîne un afflux d'estrogène dans son corps, ce qui ramollit le mucus qui scelle le col de l'utérus pour le protéger le reste du mois. Ce mucus coule dans le vagin, offrant ainsi aux spermatozoïdes de Ben les plus athlétiques une bouée pour atteindre l'étape suivante de la course. Dans notre course à l'échelle humaine, à quoi pourrait se comparer cette bouée? Que diriez-vous si votre vie dépendait d'une échelle? D'une échelle de plus d'1 kilomètre montant vers le ciel. Ces filaments de mucus deviennent leur sortie de secours. Les spermatozoïdes les trouvent rapidement et grâce à eux, ils pénètrent dans le mucus où ils nageront pour entrer dans la partie supérieure de l'appareil reproducteur de la femme. Cette ascension qui défie la gravité, seule une petite fraction des spermatozoïdes, soit 60 000, arrivera à la réaliser. Car, comme on le sait maintenant, la plupart d'entre eux ne sont tout simplement pas à la hauteur. Mais pourquoi est-ce ainsi? Les scientifiques se sont longtemps demandé pourquoi le système reproducteur, si complexe et ingénieux, qui s'est perfectionné au cours de millions d'années d'évolution, permet à des éléments aussi peu productifs d'exister. Pourquoi l'évolution n'a-t-elle pas fait disparaître les mauvais sujets en faveur de spermatozoïdes de meilleure qualité? Cette bizarrerie de la nature fascine depuis longtemps le psychologue évolutionniste Aaron Goetz. De toutes les espèces, les spermatozoïdes humains sont parmi les pires. Dans un éjaculat total qui en contient 200 millions, 80% d'entre eux ne peuvent pas accomplir la tâche pour laquelle ils ont été créés, c'est-à-dire féconder l'ovule. Pour vraiment saisir pourquoi les spermatozoïdes humains ont connu une évolution aussi embarrassante, Aaron Goetz croit que nous devons les comparer à ceux des autres primates. Voici des gibbons à main blanche. Ils ont de très gros testicules. Si les humains avaient des testicules à l'échelle de ceux des gibbons, ils auraient l'équivalent de ballons de basket-ball dans leurs pantalons. Un gibbon moyen éjaculera 3 fois plus de spermatozoïdes qu'un homme moyen. De plus, ils sont de bien meilleure qualité. 80% de leurs spermatozoïdes sont susceptibles de féconder un ovule. C'est le monde à l'envers. Mais pourquoi l'évolution nous a-t-elle si mal servi, nous les hommes? Pourquoi leur sperme est-il meilleur que le nôtre? Pour Aaron Goetz, la réponse réside dans la différence de nos appétits sexuels. La promiscuité sexuelle est très grande chez les gibbons. Les femelles s'accouplent avec de nombreux mâles, ce qui engendre une compétition intense au niveau des spermatozoïdes. Les mâles qui ont de plus gros testicules sont plus performants pour féconder les ovules, ce qui a entraîné une évolution vers des testicules plutôt gros par rapport à la taille de ces animaux. Donc, les gibbons et les autres gigolos de la jungle, comme les mandrilles ou les chimpanzés, produisent des tonnes de spermatozoïdes de qualité pour rivaliser avec la semence de leurs congénères. Pour bien des primates, les rapports sexuels sont aussi banals qu'une simple poignée de main, en plus juteux. Nous, les humains, vivons dans une société beaucoup plus monogame et moins compétitive, ce que reflète la qualité de nos spermatozoïdes. Les gorilles à dos argentés ont des spermatozoïdes encore pires que les nôtres, mais ils ne s'en plaignent pas. Connaissez-vous beaucoup d'hommes qui possèdent un harem d'épouses cohabitant en harmonie? Les gorilles sont des bêtes immenses et magnifiques, mais leurs testicules sont minuscules. Ils sont en fait enfoncés dans leur corps et produisent une quantité minimale de spermatozoïdes. C'est compréhensible puisqu'ils ont un type d'accouplement polygame où un seul mâle a accès à plusieurs femelles. Ces mâles n'ont pas besoin de produire de grandes quantités de spermatozoïdes pour rivaliser avec d'autres mâles. On croit à tort que l'évolution maximise l'efficacité. En réalité, l'évolution fait plutôt dans la bricole. Elle s'assure que les spermatozoïdes sont juste assez bons pour accomplir leur tâche, rien de plus. L'évolution ne vise pas la conception optimale. Elle fait le minimum pour qu'en moyenne, le processus fonctionne.
Si on songe aux 6,5 milliards de personnes sur la planète, on peut conclure que cette stratégie a fait ses preuves. Dans notre course épique, les spermatozoïdes de Ben doivent se nourrir d'espoir. Ils sont sur le point d'entrer dans l'un des recoins les plus hostiles et les plus effrayants du corps de la femme. Avec ces imperfections glorieuses perpétrées depuis des millions d'années, dans le milieu tortueux et oppressant du col de l'utérus, la plupart des spermatozoïdes s'estimeront heureux de survivre encore quelques minutes. Hier, Ben a bien fini sa journée. Quelques minutes plus tard, des millions de ces spermatozoïdes ont entrepris un périple extraordinaire dans le corps de Joanne en quête d'un ovule. Les quelques 60 000 survivants doivent affronter la deuxième étape du périple, le col de l'utérus. L'objectif, traverser les 4 cm qui mènent à une vaste cavité, l'utérus. Ça semble assez simple jusqu'à ce qu'on regarde de plus près. Le col de l'utérus est un enfer pour les spermatozoïdes. Il est tapissé de dizaines de milliers de tunnels tortueux et dangereux, dont la plupart finissent en cul-de-sac. Certains sont à peine assez grands pour laisser passer un spermatozoïde. La grande majorité, sinon la totalité des spermatozoïdes de Ben, y seront pris au piège et mourront lentement. La nature opère son processus de sélection dans le col de l'utérus, en choisissant les spermatozoïdes bien faits. Si j'étais un spermatozoïde, ce serait comme s'il fallait que je monte un escalier long d'1 kilomètre. Je me bats contre la gravité, je vais à contre-courant, et j'espère que lorsque j'arriverai au bout, ce ne sera pas pour constater que j'ai pris le mauvais escalier. Essayez d'imaginer ce que ce serait de chercher votre chemin au milieu d'une foule compacte dans un environnement urbain cauchemardesque et tortueux. Il y a des hommes dont la numération des spermatozoïdes n'est pas suffisante pour résister au taux de perte imposé par ce passage. Moins d'1% des spermatozoïdes qui pénètrent dans le col de l'utérus ont une chance de s'en sortir vivants. Mais la performance de ces spermatozoïdes peut-elle être affectée par la performance de Ben sous les couvertures? Cette femme en est convaincue. Un couple fertile moyen et en santé n'a qu'une chance sur 5 de concevoir un enfant chaque mois. Selon Joanna Ellington, leur succès dépendrait de la qualité de leur rapport sexuel. Plus les rapports sexuels sont bons, plus les chances de concevoir augmentent. Bien des hommes ne savent pas que plus ils sont excités, plus ils iront chercher loin dans les testicules les réserves de spermatozoïdes. Si le couple a ce que j'appelle des rapports gastronomiques, qui durent longtemps et où les deux partenaires en profitent, plus l'homme sera excité, plus il sera stimulé et plus les spermatozoïdes qu'il éjaculera seront nombreux et sains. Les recherches démontrent que les hommes qui ont des rapports sexuels gastronomiques peuvent éjaculer 50% plus de spermatozoïdes. C'est une bonne nouvelle pour Ben, mais qu'en est-il pour Joanne? Son plaisir au lit a-t-il un lien avec ses chances de se retrouver enceinte? Les psychologues évolutionnistes du 19e siècle croyaient que le but de l'orgasme féminin était de garder la femme plus longtemps couchée après les relations sexuelles pour conserver le sperme dans le corps et augmenter les probabilités de concevoir. Plus récemment, on a suggéré que l'orgasme féminin avait pour objectif de créer un lien plus fort entre les partenaires, ce qui augmenterait les chances que le couple reste ensemble après la naissance de l'enfant. Voilà de bien belles théories.
Mais il n'y a jamais eu de preuve concrète pour soutenir l'idée que l'orgasme féminin avait une fonction jusqu'à aujourd'hui. Je suis moi-même une amatrice de l'orgasme féminin, autant d'un point de vue de la physiologie que de point de vue personnel. Pendant l'orgasme féminin, le pH du vagin s'élève légèrement. La concentration ionique se modifie et des contractions surviennent pour aider les spermatozoïdes à pénétrer plus loin dans le corps de la femme. Étrangement, cette idée remarquable a été confirmée en étudiant la vie sexuelle des porcs, des bêtes dont le système reproducteur est quasi identique au nôtre. Nous ne savons pas si les truies ont des orgasmes ou non, mais si nous stimulons leur clitoris pendant l'insémination artificielle, cela augmente le taux de grossesse. Certaines personnes croient que l'orgasme féminin nuirait à la conception, mais rien ne le prouve. En fait, les recherches indiquent que c'est plutôt le contraire. Heureusement pour Ben, 3000 de ces spermatozoïdes sont en pleine forme et réussissent à trouver leur chemin. Toutefois, le système immunitaire féminin se prépare à mobiliser ses assassins d'élite. Les spermatozoïdes devront bientôt affronter des ennemis sans merci. À l'intérieur d'une femme et à son insu, une course épique de spermatozoïdes bat son plein. Depuis l'éjaculation, nos aventuriers ont affronté le terrain montagneux du vagin et traversé les tunnels oppressants du col de l'utérus. Le périple jusque-là est une véritable hécatombe. Seuls 3000 spermatozoïdes sont encore dans la course. En grande partie, l'aventure se poursuit parce que Joanne ovule présentement. Est-ce une coïncidence que ce couple fasse l'amour au moment idéal, soit le plus fertile et le plus accueillant pour les spermatozoïdes? Cet homme ne le croit pas. Pour le biologiste évolutionniste Jeffrey Miller, rien dans cette course épique n'arrive par hasard. Les spermatozoïdes ne sont pas arrivés là par accident. Le corps et le cerveau de la femme se sont arrangés pour qu'ils y soient. Elle a fait des choix dans sa vie, dans sa recherche et sa sélection de partenaires, ainsi que dans ses comportements sexuels, qui ont mené à l'arrivée des spermatozoïdes. Les choix des femmes déterminent largement l'évolution. Contrairement aux hommes qui produisent des millions de spermatozoïdes chaque jour, les femmes naissent avec tous les ovules qu'elles auront durant leur vie, soit environ 1 million. À la ménopause, il n'en reste plus du tout, ce qui en fait la matière première la plus cotée dans la nature. Un ovule fécondable d'une donneuse intelligente coûte environ 30 000 $ sur le marché. Étant donné la taille d'un ovule, cela équivaut à 2000 trillions de dollars le kilo environ. Donc, même en termes strictement économiques, un ovule fécondable est rare et précieux. Il est d'autant plus précieux qu'il ne se présente que quelques jours par mois. Bien des femelles chez les animaux exploitent au maximum l'ovulation grâce aux rutes, c'est-à-dire que leur apparence, leur odeur et leur comportement changent pour annoncer leur fertilité. Jeffrey Miller croit que les femmes font pareil. On croyait que les humains avaient complètement perdu le rut pendant l'ovulation, qu'il avait été remplacé par le lien qui unit le couple. Mais de nouvelles recherches montrent que le rut est présent chez les femmes et qu'il a exactement les mêmes fonctions que chez les autres mammifères. Les hormones et la psychologie qui y sont associées sont bel et bien là sous la surface de la culture humaine. Pendant une courte période durant le mois, les femmes seraient-elles effectivement en chaleur? Leur système reproducteur contrôlerait-il inconsciemment leurs actions et la réaction des hommes? Jeffrey Miller le croit. Avec son équipe de l'Université du Nouveau-Mexique, il a mené une étude extraordinaire dans un club pour hommes seulement.
Nous savons que les revenus des danseuses érotiques fluctuent énormément. Ça nous semblait un milieu idéal pour cette recherche. Il était possible de leur demander combien elles gagnaient chaque soir et de mettre ce montant en relation avec leur cycle menstruel. À notre avis, c'était une méthode géniale pour quantifier l'attirance qu'exerce la femme sur les hommes. Les danseuses ont fourni anonymement à l'équipe de Miller les informations sur leurs revenus et leur cycle menstruel sur une période de 300 quarts de travail, l'équivalent de 5000 danses contacts pour les clients. Les résultats sont impressionnants. J'étais surpris de l'ampleur de l'effet du RUT féminin. Leur revenu était pratiquement 2 fois plus élevé que lorsqu'elles avaient leur menstruation. Lorsqu'elles ovulent, elles sont plus attirantes pour les hommes. Elles obtiennent des pourboires plus généreux et sont appelées plus souvent pour des danses contacts. La recherche de Jeffrey Miller indique un lien entre l'ovulation et l'attrait des femmes pour les hommes. Mais si les femmes contrôlent inconsciemment les actions des hommes une fois par mois, comment cela se traduit-il? Les femmes ont une plus forte libido. Elles ont envie de faire l'amour. Elles portent des vêtements plus jolis et plus moulants. Le ton de leur voix est plus attirant. Les seins sont plus symétriques. Le ratio taille-hanche se modifie. La taille est plus mince. Il y a également un changement de l'odeur de la femme, qui attire davantage les hommes pendant le RUT. Donc, aidés par la puissance inconsciente de l'ovulation, les spermatozoïdes poursuivent leur course épique. 250 millions de spermatozoïdes sont entrés dans le vagin. Seulement 3000 ont réussi à sortir de l'enfer sombre et tortueux du col de l'utérus, qui s'ouvre sur un univers complètement différent. Comme nous l'explique le spécialiste en reproduction Alan Pacey, si nous étions un spermatozoïde, l'entrée dans l'utérus nous impressionnerait fortement. Du point de vue des spermatozoïdes, l'utérus s'apparenterait à une vaste plaine où nous devrions nous déplacer pour trouver à l'autre extrémité une minuscule ouverture qui mène aux trompes de Fallope. À l'échelle humaine, l'utérus devient une plaine de 3 km de long par 1 km de large. Pour les spermatozoïdes, trouver l'entrée des trompes de Fallope, qui n'a que quelques têtes de spermatozoïdes de diamètre, s'apparente à chercher une aiguille dans une botte de foin. À nouveau, le processus de l'ovulation leur vient en aide. L'ovulation survient d'un côté au cours d'un mois et de l'autre côté le mois suivant. Le mois où l'ovule est produit par l'ovaire gauche, l'utérus semble transporter la matière davantage du côté gauche. Donc, les spermatozoïdes sont probablement transportés dans une large mesure par ces contractions musculaires qui leur font traverser l'utérus assez rapidement. Pourtant, rien n'est jamais aussi simple dans cette course. Les spermatozoïdes de Ben sont sur le point de découvrir qu'ils ne sont pas seuls. Ils foncent droit dans une embuscade tendue par l'escadron de la mort de l'organisme de la femme, les redoutables leucocytes. Ben risque de se faire battre au tennis par sa copine, Joanne. Pendant ce temps, dans le corps de Joanne,
Les 3000 spermatozoïdes survivants de Ben risquent leur vie. Leur quête pour trouver et féconder un ovule en est à la 3e étape, l'utérus. Les spermatozoïdes vont se faire rappeler qu'ils se trouvent dans une propriété privée. La principale fonction de l'utérus est de recevoir l'embryon en développement s'il y a conception et de garder en gestation le fœtus pendant la grossesse. Il n'est pas conçu pour accueillir les spermatozoïdes. Il contient des leucocytes et une réaction immunitaire se met en branle pour tenter de tuer les spermatozoïdes avant qu'ils n'atteignent les trompes de Fallope. Les leucocytes sont les assassins d'élite du corps humain. Ces cellules sanguines sont appelées au combat par le système immunitaire. Ces tueurs se massent dans l'utérus par milliers. En comparaison aux spermatozoïdes, les leucocytes sont très gros. Ce sont de grosses cellules qui chassent souvent en meute. Ils détectent les spermatozoïdes et les encapsulent pour les détruire lentement. Pour le corps de la femme, les leucocytes sont une arme formidable et essentielle qui combat les maladies et les corps étrangers. Mais essayons de les imaginer du point de vue d'un spermatozoïde en sursis.